Nous sommes en 512 avant Jésus-Christ. Dans la cour du roi élu, souverain du royaume de Wu, au sud de la Chine, un homme s'avance. Il n'est pas général. Pas encore. Il est inconnu. Sans titre. Sans armée. Il tient entre ses mains un manuscrit. 13 chapitres gravés sur des lamelles de bambou. Il s'appelle Sun Tzu. Et ce qu'il va dire ce jour-là va changer la façon dont l'humanité pense la guerre et la vie pour les 2500 ans à venir. Le roi l'écoute, curieux, méfiant, puis lui lance un défi. Il lui confie 180 femmes de sa cour, des concubines, des danseuses, des favorites royales. Il lui dit: si tu es vraiment un maître de la stratégie, transforme ces femmes en soldats. La salle retient son souffle. Sun Tzu accepte. Il divise les femmes en 2 groupes, place 2 favorites à leur tête, explique les commandements de base. Tournez à droite, tournez à gauche, avancez, retraite. Les femmes rient, se moquent, c'est une absurdité totale. Sun Tzu répète les ordres calmement, les tambours retentissent. Les femmes rient encore. Alors Sun Tzu fait quelque chose que personne n'attendait. Il ordonne l'exécution des 2 chefs de section, les 2 favorites du roi. Le roi crie depuis sa tribune. Il supplie Sun Tzu d'épargner ses favorites. Sun Tzu répond avec une phrase qui est restée dans l'histoire. Quand le général est en campagne, certains ordres du souverain ne doivent pas être suivis. Il fait exécuter les 2 femmes, silence total. Puis il reprend ses commandements. Cette fois, pas un seul sourire. Les 178 femmes restantes exécutent chaque ordre avec une précision parfaite. Le roi a compris. Cet homme n'est pas un théoricien, c'est un chef de guerre. Il le nomme général de ses armées le jour même. Mais pour comprendre Sun Tzu, il faut comprendre le monde dans lequel il est né. La Chine du 6e siècle avant notre ère n'est pas un empire unifié. C'est un chaos permanent. Des dizaines de royaumes se disputent des territoires, des ressources, de la gloire. On appelle cette période la période des printemps et des automnes, un nom poétique pour désigner 2 siècles d'une violence presque ininterrompue. Les batailles de cette époque suivaient un code presque chevaleresque. On s'annonçait, on choisissait un terrain plat, on s'alignait face à face, et on s'écrasait mutuellement jusqu'à ce que l'un des 2 camps s'effondre. C'était prévisible, brutal, ruineux pour les 2 camps. Sun Tzu a regardé ce rituel de violence et il a dit non. Son nom de naissance était Sun Wu. Tzu est un titre honorifique, il signifie maître. Il deviendra Sun Tzu uniquement parce que ses idées le méritaient. Il a observé, il a lu les récits de batailles passées. Il a compris quelque chose que tous les généraux de son époque avaient raté. La guerre n'est pas une question de force brute, c'est une question d'intelligence. Dans l'Orse, sous le commandement de Sun Tzu, le royaume de Wu connaît sa plus grande époque. La campagne la plus spectaculaire commence en 506 avant notre ère. Wu se lance dans une guerre contre Chu, l'un des royaumes les plus puissants de son époque. Chu est grand, riche, son armée est immense. Sur le papier, Wu n'a aucune chance. Mais Sun Tzu ne pense pas en termes de force. Il pense en termes de mouvement. Soit où ton ennemi ne t'attend pas. Plutôt que d'attaquer frontalement, les armées de Wu avancent à une vitesse stupéfiante. Elles parcourent des centaines de kilomètres en quelques jours, utilisant les rivières comme autoroute. Chu croit avoir le temps de se préparer. Il n'en a pas. En moins de 10 jours, Wu remporte 5 batailles consécutives. La capitale de Shu, Ying, l'une des plus grandes villes du monde antique, tombe. C'est l'une des campagnes militaires les plus foudroyantes de l'histoire chinoise ancienne. Et elle repose entièrement sur les principes que Sun Tzu a couchés sur ses lamelles de bambou. L'art de la guerre n'est pas un manuel de tactique militaire. C'est une philosophie de l'action dans un monde incertain. 13 chapitres. Chacun explore une dimension différente du conflit. La planification, l'énergie, les points forts et les points faibles, la manœuvre, le terrain, l'usage des espions. Ce qui frappe en lisant ces textes vieux de 2 millénaires et demi, c'est leur modernité absolue. Sun Tzu écrit « Toute guerre est fondée sur la tromperie ». Il ne parle pas de mensonge moral. Il parle d'un principe stratégique fondamental. Fais croire à l'ennemi que tu es faible quand tu es fort. Fais croire que tu es loin quand tu es proche. Crée la confusion. Exploite-la. Il écrit aussi « La suprême excellence dans la guerre consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre ». Cette phrase a traversé 25 siècles parce qu'elle dit quelque chose de radical. Le combat est un aveu d'échec stratégique. Si tu en es arrivé à te battre, c'est que tu as raté quelque chose en amont. Il compare le bon stratège à l'eau.
L'eau n'a pas de forme fixe, elle contourne les obstacles plutôt que de les affronter. Et pourtant, sur le long terme, elle creuse la roche la plus dure. Sois comme l'eau. Adapte-toi au terrain. Adapte-toi à l'ennemi. Jamais rigide, toujours en mouvement. Noiloniman Ilasia, l'une des batailles qui illustre le mieux la pensée de Sun Tzu, se déroule des siècles après sa mort. Nous sommes en 2020 avant notre ère. Deux hommes se disputent la succession de l'empire Qin effondré. Xiang Yu, général brillant, aristocrate de sang pur, armée immense. Liu Bang, fils de paysan, sans prestige, sans noblesse. Tous les observateurs donnent Xiang Yu gagnant, mais Liu Bang a des conseillers qui ont lu Sun Tzu. Il ne cherche pas à affronter Xiang Yu directement. Il recule, temporise, laisse Xiang Yu gaspiller ses ressources dans des sièges interminables. Il consolide ses positions, nourrit ses troupes, s'assure la loyauté des populations. Xiang Yu, lui, est brillant sur un champ de bataille, mais il exécute ses alliés quand ils le déçoivent. Pille les villes conquises, aliène tout le monde. Quand la confrontation finale arrive à Gexia, Xiang Yu est encerclé. Ses soldats abandonnent, ses alliés l'ont trahi un par un. Acculé, il se suicide. Liu Bang devient le fondateur de la dynastie Han, l'une des plus grandes de l'histoire chinoise. Il a gagné sans jamais être le plus fort sur un champ de bataille. Il a gagné parce qu'il a compris ce que Xiang Yu n'a jamais voulu comprendre. La guerre se gagne avant les batailles. Sun Tzu écrit « Si tu te connais et connais l'ennemi, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. Si tu te connais mais ne connais pas l'ennemi, pour chaque victoire tu subiras une défaite. Si tu ne te connais pas et ne connais pas l'ennemi, tu succomberas dans chaque bataille. La pire position n'est pas d'ignorer l'ennemi. La pire position, c'est de s'ignorer soi-même. Celui qui ne se connaît pas surestimera ses forces, sous-estimera ses faiblesses. Il se précipite dans des batailles qu'il ne peut pas gagner. Il confond l'orgueil et la stratégie. Et il y a un principe que presque personne ne cite, et qui est pourtant l'un des plus puissants. Le guerrier victorieux gagne d'abord, puis va à la guerre. Le guerrier vaincu va à la guerre d'abord, puis cherche à gagner. La victoire doit être construite avant que le combat commence. Dans la préparation, dans l'analyse, dans le positionnement. C'est pour ça que Sun Tzu consacre autant de place à l'espionnage, à la reconnaissance du terrain. L'information pour lui est l'arme la plus puissante qui soit. Sun Tzu fut l'un des premiers stratèges de l'histoire à théoriser le renseignement comme composante centrale de la guerre. 2500 ans avant les agences modernes, il avait déjà compris que l'information valait mieux que 1000 soldats. Son traité a voyagé bien au-delà de la Chine. Au Japon, l'art de la guerre devient un texte fondamental des samouraïs. Au XVIe siècle, le seigneur de guerre Takeda Shingen fait graver une phrase de Sun Tzu sur son étendard. Rapide comme le vent, silencieux comme la forêt, dévastateur comme le feu, immobile comme la montagne. Agis vite quand la vitesse est un avantage. Sois discret quand la discrétion protège. Frappe fort quand il faut frapper. Et tiens bon quand il faut tenir. En Europe, le père Amiot traduit l'art de la guerre en français en 1772. On dit que Napoléon Bonaparte en était lecteur assidu. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que ses stratégies lui ressemblent étrangement. À Austerlitz en 1805, Napoléon affaiblit intentionnellement son flanc droit. L'alliance austro-russe fond dessus, certaine de percer. C'est exactement ce qu'il attendait. Il referme son centre comme un étau. 36 000 prisonniers. Victoire totale en quelques heures. Au XXe siècle, Mao Zedong cite explicitement Sun Tzu dans ses écrits sur la guérilla. Le général Giap, qui vainc successivement les Français et les Américains au Vietnam, reconnaît son influence. Une armée paysanne sans avions ni blindés tient en échec les deux plus grandes puissances militaires du monde. Pas par la force brute, par la patience, la mobilité, la compréhension du terrain. Derrière le stratège froid se cache une philosophie presque éthique de la guerre. Sun Tzu n'aimait pas la guerre. Il écrit « Aucune longue guerre n'a jamais profité à une nation. Les guerres ruinent les économies, épuisent les populations, détruisent ce que des générations ont mis du temps à construire. Le général parfait n'est pas celui qui remporte les victoires les plus spectaculaires. C'est celui qui résout les conflits le plus vite, avec le minimum de pertes, des deux côtés. Il dit que prendre une ville intacte vaut mieux que la détruire, que capturer une armée ennemie vaut mieux que l'anéantir. Dans un monde où la guerre était souvent synonyme de massacre total, cette position était radicalement humaine. Sun Tzu ne cherchait pas à glorifier la violence, il cherchait à la rendre inutile. Dès un homme,
un manuscrit, une cour royale. Sun Tzu n'a pas bâti des temples. Il n'a pas gouverné un empire. Il n'a même pas laissé de portrait. Ce qu'il a laissé, c'est une façon de penser. Une façon de regarder les conflits non pas comme des épreuves de force, mais comme des problèmes d'intelligence. Une façon de comprendre que la vraie victoire n'est pas celle qu'on arrache sur un champ de bataille couvert de sang. C'est celle qu'on a préparée, méritée, construite si bien qu'elle n'a plus besoin d'être conquise. Ces mots ont traversé 2500 ans, des océans, des langues, des civilisations entières, et ils nous parlent encore. Pas parce que l'humanité n'a pas changé, mais parce que certaines vérités sur la nature humaine, sur la résistance, le pouvoir, la peur et la sagesse, sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient sous le ciel de la Chine ancienne. Le plus grand général de l'histoire ne s'est peut-être jamais battu. Il a juste appris à rendre le combat inutile. Et ça ne vieillit pas. Si ce voyage à travers l'histoire vous a captivé, abonnez-vous au Récit du Temps. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la autour de vous. L'histoire mérite d'être racontée.